Merci d'être encore là pour la dernière et plus importante section de cette table ronde, notre section juridique. On l'appelle depuis ce matin de nos voeux. J'ai le grand plaisir de présenter rapidement Alain Supiot, qui n'a pas besoin d'être présenté dans cette maison. Il est depuis plusieurs années professeur ici au Collège de France, spécialiste de droit du travail, de théorie du droit, et il a accepté de se lancer avec nous dans ces histoires de droit des objets à disposer d'eux-mêmes tout de suite, avec enthousiasme et sans hésiter, et ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup Alain. Je vous donne la parole et je vous souhaite une bonne modération de ces nombreux intervenants. Nous avons un panel chargé. Merci beaucoup Bénédicte. Merci à Bénédicte et à Yann Potin de ce superbe colloque, d'avoir aussi eu l'idée d'un croisement des regards sur ce sujet très complexe et passionnant, en tout cas du point de vue juridique. Bon, mon seul privilège, c'est d'être certainement le plus ignorant dans cette salle sur ce dont nous parlons. Je vais vous dire l'entrée, comment je l'aperçois de très loin. De très loin, quand Bénédicte m'a demandé d'aborder cette question, j'ai tout de suite pensé à Leroi-Gourhan, qui a enseigné dans cette maison, en anthropologie physique. Et Leroi-Gourhan décrit merveilleusement dans son classique Le geste et la parole ce moment où ces grands singes s'étant redressés, ayant libéré leurs lobes frontaux et cet espace, la main, le regard, la parole, vont commencer d'une part à parler et d'autre part à fabriquer des objets. Et il montre que la question de la symbolisation ne concerne pas seulement les paroles et le langage, qui font l'objet de l'attention privilégiée, mais aussi du rapport aux objets, à ce qu'on a appelé l'homo faber. Et il y a donc toujours, il y a une distinction qui n'a pas été avancée, me semble-t-il, jusqu'à présent dans les débats, c'est entre les choses et les objets. Il y a le monde des choses, et puis il y a des objets fabriqués. Et qu'est-ce qui les distingue? Un jour, on a demandé à Magritte, Magritte peignait des chaises, des tables, et puis s'est mis à peindre d'énormes rochers. Et on dit, mais alors, Magritte, pourquoi tu te mets à nous peindre des rochers? Il dit, parce que dans une chaise, il y a encore de la pensée. Quand je peins un rocher, là, il n'y a pas de pensée. Donc, ce qui va distinguer l'objet, c'est qu'il y a une pensée inscrite dans l'objet. Et parmi ces objets où des pensées sont inscrites, il y en a qui visent l'utilité, il y en a qui visent l'efficacité, les outils, les ustensiles, et puis il y en a qui sont ce qu'on va appeler, nous, dans notre vocabulaire à nous, des objets d'art. Et Leroi-Gourhan s'est beaucoup intéressé, comme vous le savez, à l'art paléolithique et à tout ce qu'il révèle justement du processus d'hominisation. Mais quand je parle d'art, c'est une façon de parler, c'est la nôtre, qui projette déjà rétrospectivement et chargée d'un certain nombre de qualifications qui ne présidaient pas nécessairement à la confection de ces objets. Ce matin a été montré fugitivement le beau film de Chris Marker, Les statues meurent aussi. Et Chris Marker dit ceci dans ce film: l'art nègre, nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qui le crée, les émotions du nègre qui le regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture. Cette remarque doit nous mettre en éveil sur les problèmes de qualification juridique. Or, nous, la principale qualification juridique dont nous disposons pour penser notre rapport aux objets, c'est la propriété. Et encore une notion de propriété qui a muté avec l'avènement du temps moderne et du capitalisme. Il y a des liens entre le sujet dont nous parlons aujourd'hui et les questions d'histoire du travail et de notre rapport à la terre, puisque, comme ça a été observé, jusque sous l'Ancien droit, les rapports des hommes avec les choses étaient médiés par les rapports entre les personnes.
C'est ce qui explique, par exemple, la distinction classique dans l'ancien droit entre la propriété éminente et le domaine utile. Donc il y a le domaine éminent, qui en dernière instance, s'agissant de la nature, c'est Dieu, et puis il y a le domaine utile, qui renvoie plus utile à une utilisation, à un usage. Et le capitalisme renverse cela en faisant que les rapports entre les personnes vont être placés sous l'égide des rapports qu'ils ont avec les choses. Et cette dynamique, c'est celle d'une extension, qu'on peut dire de réification, de marchandisation, qui va s'étendre aux êtres humains eux-mêmes. Le processus est celui qu'on peut appeler, que nous vivons encore, d'un marché qui tend à devenir total. Et alors, notre auteur, à qui je dois beaucoup, Simone Weil, la philosophe, qu'est-ce qu'elle tire de son expérience de l'usine? Elle écrit ceci. Vous allez voir, c'est un rapport direct avec notre sujet. Au niveau de l'ouvrier, les rapports établis entre les différents postes, les différentes fonctions, sont des rapports entre les choses et non entre les hommes. Les pièces, quant à elles, circulent avec leurs fiches, l'indication du nom, de la forme, de la matière première. On pourrait presque croire que ce sont elles les personnes, et les ouvriers qui sont les pièces interchangeables, elles ont un état civil. Les choses jouent le rôle des hommes jouent le rôle des choses, c'est la racine du mal, disait-elle. Donc il aurait été intéressant de savoir ce qu'elle aurait pensé du sujet de ce colloque, mais elle n'est pas là pour nous le dire. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est effectivement une remise en cause de la dichotomie sujet-objet, comme ça a été dit à multiples reprises, qui vient des juristes, à n'en pas douter, c'est dans le digeste, qui continue d'être véhiculé dans les sciences exactes, c'est un des fondements épistémologiques de la science moderne, mais dont on voit bien qu'elle a engendré ce que Augustin Berg appelle le tome. Il dit ça pour faire une petite référence à la lobotomie, le topos ontologique moderne, qui est de voir le sujet posé là, dans un monde d'objets à notre disposition. Donc il y a un mouvement de critique de cette distinction sujet-objet, personne-chose, qui est ambivalent, vu de ma fenêtre, enfin, ou de celle des juristes un peu à l'ancienne, parce que cette distinction, bien sûr, on voit à quel point elle nous rend aveugles à la complexité et la diversité du monde, à notre unité de destin avec la nature, les animaux, et aussi avec nos ancêtres, au travers notamment de ces objets d'art qui nous réunissent aujourd'hui. Mais c'est aussi un acquis auquel il ne faut toucher qu'avec une main tremblante, pour citer ici Montesquieu, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin de la période médiévale, on a traité les êtres humains comme des choses. Donc le fait de tenir fermement sur le fait que les personnes sont les personnes et il y a le reste peut faire l'objet de qualifications vis-à-vis desquelles les personnes ont des devoirs, tenir fermement cette limite qui est de nature dogmatique, c'est quelque chose qui est posé, qui n'est pas démontrable scientifiquement, nous sommes des primates supérieurs, etc. Y toucher, c'est toujours lourd de menaces. Le XXe siècle est là pour nous le rappeler. Et sans parler même des horreurs du XXe siècle, la première fois où on va utiliser la notion de personne pour faire vivre une entité marchande, c'est par l'invention des sociétés de capitaux. Le trust, dans la période médiévale, inventé par les franciscains, et puis plus près de nous, les sociétés de capitaux du XIXe siècle, dont le grand juriste Georges Ripert disait « Nous avons fabriqué un monstre juridique, puisque nous avons fabriqué un être qui a une puissance économique illimitée, mais une responsabilité limitée. » Avec l'idée que ce monstre, on va le mettre à notre service. Et aujourd'hui, nous sommes face à la situation où ces monstres, ce qu'on appelle les too big to fail, finissent par menacer le fonctionnement des démocraties. Donc voilà à titre introductif, ce sujet renvoie à beaucoup de questions extrêmement lourdes
Et est-ce que c'est simplement par le maniement de la notion de personnalité, puisque c'était ça qui nous a été présenté à l'introduction, est-ce que c'est la seule voie juridique qui permette d'aborder ces questions si complexes de détention, de rapport à ces objets qui n'ont normalement pas une valeur d'usage, mais dont la valeur est tout entière symbolique? C'est ce dont il va être question lors de notre table ronde. Et je vais cesser d'abuser de ma fonction de modérateur. Jusqu'ici, je n'ai pas eu grand-chose à modérer. Et en passant la parole dans l'ordre qui est prévu par le programme, d'abord à Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit à l'université de Limoges et qui est un spécialiste d'histoire du patrimoine culturel. Il est l'auteur d'un ouvrage qui est intitulé « La restitution internationale des œuvres au XIXe et XXe siècle vers une autonomie juridique » et a publié en 2017 dans la Revue du droit public et de la science politique, qui est une de nos revues les plus estimées et estimables, un article de référence intitulé « L'inaliénabilité des collections publiques au miroir de la restitution des œuvres d'art ». Et donc, cher Xavier Perrault, vous allez nous parler de l'âme des œuvres d'art, mais quand même, est-elle saisissable par le droit? Opposition entre systèmes juridiques continentaux et de common law. Donc, vous avez la parole pour 10 minutes, et j'ai informé bien sûr Bénédicte et Yann qu'avec des juristes, il n'y a aucun problème sur la tenue des limites de temps. Donc, vous avez 10 minutes.